Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc après avoir passé 2 mois et demi en Asie cet été, je pense qu'on peut enfin dire que j'ai vraiment testé le mode de vie digital nomade. Même si 2 mois et demi, ça reste quand même assez court. Je pense que je peux dire que je l'avais déjà testé avant, tout simplement parce que le fait d'être freelance m'a permis de continuer de vivre à l'étranger à un moment. Quand je suis partie en voyage solo en Slovénie il y a 1 an et demi, mes 2 premiers jours, j'ai continué de travailler aussi à distance pour mes clients. Mais à chaque fois, c'était sur l'affaire de quelques jours ou un week-end, donc c'était pas vraiment sur une période de temps, on va dire, un peu plus longue. Et en l'occurrence, pendant ce voyage en Asie cet été, j'ai évidemment voyagé, mais j'ai aussi continué de travailler à distance. Donc si tu ne le sais pas, je suis social media manager en freelance, c'est-à-dire que je gère les réseaux sociaux et la stratégie de communication de mes clients, et j'ai continué mes prestations clients pendant que je voyageais cet été en Asie du Sud-Est. Forcément, après cette expérience, j'en ai tiré des conclusions, des expériences, des leçons, et aussi j'ai trouvé les points positifs et les points négatifs du fait d'être digital nomade en Asie sur une brève période, encore une fois. Donc si toi aussi tu voudrais un moment devenir digital nomade, ou si tu voudrais tout simplement tenter l'expérience en Asie, j'espère que cette vidéo de mon expérience pourra te servir. C'est vraiment une vidéo un peu bilan des avantages et des inconvénients que j'ai trouvé à être digital nomade en Asie, encore une fois sur une période d'un peu moins de 3 mois. Donc tout ce que je dis dans cette vidéo évidemment ne reflète que mon expérience est complètement subjectif. Alors je vais commencer la vidéo avec les avantages d'être digital nomade en Asie. Et le premier avantage que j'ai trouvé, je l'ai remarqué dès mes premiers jours, c'est le décalage horaire avec la France. Donc pour rappel, pendant ce voyage, je suis partie à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et en Indonésie, ce qui fait que sur la période sur laquelle je suis partie, j'avais entre 5 et 7 heures de décalage horaire avec la France. Et je t'avoue que c'était quand même bien pratique pour bosser, parce que quand tu te lèves le matin, la France dort encore, donc toi t'as tout le loisir de soit te reposer, soit d'aller visiter, ce qui fait que t'as pas le stress de dire oh, si ça se trouve j'ai reçu un mail et tout ça, tout le monde dort, donc tu peux visiter à ta guise sans problème. Et ensuite quand pour toi il est 15-16 heures, bah en France c'est le début de la journée de travail, donc là tu vas peut-être commencer à recevoir des mails où tu vas tout simplement commencer à travailler, et c'était la période idéale de la journée parce que 15-16 heures il faisait parfois super chaud et du coup t'as pas trop envie de sortir. Enfin, t'as envie de sortir mais c'est vraiment compliqué avec la chaleur, enfin on s'est quand même tapé des 37-38 degrés parfois. C'est compliqué. Et donc à ce moment-là de la journée, donc entre 15 et 17 heures, il faisait vraiment trop chaud pour sortir, pour visiter, pour se balader, et donc c'était le moment idéal pour travailler, donc pour répondre à des mails, pour prendre des appels, ou juste pour m'avancer tout simplement sur mes prestations clients. Et ensuite le soir, soit avant, soit après le dîner, bah, je pouvais continuer de bosser aussi également si j'en avais l'envie, et surtout si j'en avais le besoin. Donc perso, j'ai trouvé que ce décalage horaire avec la France était super avantageux pour bosser quand je me suis remise à mon compte, donc en freelance il y a quelques années. J'habitais encore au Canada à l'époque, donc j'avais le décalage horaire dans l'autre sens, et pour le coup c'était bien moins pratique parce que quand moi je commençais ma journée de travail, il était déjà 14-15 heures à peu près en France, donc c'était un peu le rush. Je me réveillais, j'avais déjà des emails auxquels je devais répondre, il fallait souvent que j'enchaîne un peu les réunions dès les premières heures de ma matinée en fait, histoire de pouvoir les faire avant la fin de la journée en France. Et honnêtement c'était bien moins simple à gérer de cette manière, donc le décalage horaire en Asie quand t'es digital nomade c'est vraiment un pur kiff. Le deuxième avantage que j'ai trouvé, c'était la facilité à trouver du wifi, que ce soit dans les cafés, évidemment dans les auberges de jeunesse, même dans des restaurants parfois. J'ai vraiment jamais eu de problème à trouver du wifi. Alors après il était plus ou moins performant, mais je suis vraiment, à ce que je sache, jamais tombée sur un wifi qui était genre pourri à souhait, ou en général c'était dans les auberges de jeunesse où ils avaient 2 spots wifi. Si y en avait un qui marchait pas, tu pouvais te mettre sur l'autre. Ça m'a jamais bloqué pour bosser. Je dis ça, mais en fait je suis en train de me dire si à Kuala Lumpur, dans l'auberge dans laquelle j'étais, ça m'a pas bloqué, mais il y a un jour où le wifi marchait un peu moins bien et c'était un peu plus la galère, mais sinon le reste du temps il a très bien fonctionné. Donc par rapport à ça, j'ai jamais eu de problème à trouver du wifi qui fonctionnait suffisamment bien pour que je puisse bosser. Après je tiens quand même à mettre une nuance, j'ai pas eu à passer d'appels, donc si t'as à passer des appels, je pense notamment en visio, ou en général t'as quand même besoin d'une connexion wifi qui soit plus forte et surtout plus stable, voilà, je pense que faut mieux faire un speed test avant. Mais en tout cas dans les pays dans lesquels j'ai voyagé, il y a vraiment une facilité à trouver du wifi qui est quand même vraiment correct pour pouvoir travailler. Le troisième avantage que j'ai trouvé à être digital nomade en Asie, c'est la liberté d'horaire. Techniquement c'est pas vraiment relié au fait de travailler et voyager en Asie, mais c'est quand même un avantage que j'ai vraiment remarqué pendant mon voyage cet été. Perso, quand je suis en voyage, je fais pas vraiment la différence entre la semaine et le week-end, parce que forcément je visite tous les jours, donc j'ai pas vraiment de différenciation. Enfin en tout cas moi j'en fais pas, comparativement à quand je suis en France où forcément tu te cales beaucoup plus sur le rythme, on va dire un peu plus classique des gens ou de tes potes qui ne travaillent pas nécessairement en freelance par exemple. Et donc là pendant ce voyage, si j'avais du temps pour travailler le week-end et tout simplement que ça me tentait, je pouvais le faire, et du coup ça m'avançait sur le travail que j'avais à faire pendant la semaine, ce qui me laissait un peu plus de temps pour visiter les autres jours, et je pouvais vraiment équilibrer mon temps de travail par rapport à mon temps de visite, et
ça c'était vraiment avantageux. Ça m'a grandement facilité la vie et j'ai jamais autant kiffé pouvoir choisir mes horaires. Et le quatrième avantage que j'ai trouvé à être digital nomade en Asie cet été, c'est le coût de la vie. Forcément en Asie du Sud-Est, ou tout du moins dans les pays dans lesquels j'ai voyagé, le coût de la vie facilite grandement le fait de travailler et de voyager en même temps. Exception faite évidemment sur Singapour, mais je n'y suis restée que 5 jours sur un voyage de 2 mois et demi. Ça m'a permis aussi de parfois choisir des logements un peu plus confort, tout simplement pour avoir un coin bureau ou une connexion wifi qui était mieux notée par les voyageurs qui avaient laissé des avis avant. Évidemment les logements restaient quand même super abordables, mais ça permettait d'allouer une partie de mon budget plus importante à ce type de dépenses là et du coup de pouvoir travailler dans un endroit un peu plus confort. Donc comme tu vois, il y a quand même pas mal d'avantages que j'ai trouvé cet été à mon expérience en Asie, mais j'ai aussi noté certains inconvénients et je tiens quand même à préciser avant de parler de ces inconvénients que je pense que la plupart des points que je vais aborder sont vraiment reliés à la manière dont moi j'ai voyagé cet été, c'est-à-dire que j'ai pas fait le voyage de digital nomade conventionnel, c'est-à-dire que je suis pas partie et je me suis pas posée dans un même endroit pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. En l'occurrence, j'étais vraiment en mode voyage sac à dos où je bougeais d'endroit tous les 2, 3, 4 jours et je travaillais à côté en fait. Et donc ça m'amène à mon premier inconvénient qui est vraiment intrinsèquement lié à la manière dont j'ai voyagé cet été, c'est que j'ai pas toujours eu un espace de travail optimal pour bosser. Comme je te disais juste avant, moi je suis partie pour ce voyage en Asie avec comme objectif premier de voyager et pas de travailler et de m'installer dans un endroit pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois pour pouvoir découvrir l'endroit au fur et à mesure. Bon, en l'occurrence j'avais 2 mois et demi pour voyager en Asie, donc vraiment ma priorité c'était de voyager et j'ai continué de travailler à côté, mais clairement travailler n'était pas ma priorité, même si évidemment j'ai continué de délivrer mes prestations clients et que en tout cas j'estime que ça n'a rien enlevé à la valeur de mes prestations clients, mais vraiment mon premier objectif c'était de voyager et de découvrir. Et donc je voyageais en sac à dos, je changeais d'hôtel ou d'auberge de jeunesse tous les 2-3 jours à peu près, ce qui fait que niveau espace de travail, je me suis parfois retrouvée dans des situations où, bon, en général ce n'est pas la situation la plus idéale pour bosser. Je me suis notamment parfois retrouvée à travailler sur mon lit en auberge de jeunesse ou sur le sol de ma chambre avec un coussin pour poser mon ordi, et même si tu peux le faire une fois de temps en temps, finalement sur 2 mois et demi ça a quand même été une situation assez récurrente. Donc c'était pas forcément optimal, ça m'a pas empêché de bosser, mais je pense que c'est vraiment un point que j'avais sous-estimé avant de partir pour faire ce voyage. Un autre inconvénient que j'ai remarqué, et c'est un autre point que j'avais sous-estimé, c'est de devoir vraiment prévoir en amont son travail en fonction de ses trajets. Par exemple sur certains trajets qu'on a dû faire pour se rendre d'un point A au point B, t'as pas énormément de liberté en termes de choix d'horaire, ou parfois le trajet est tout simplement très long et tu vas pas nécessairement avoir du wifi dans le bus, voire jamais. Et même si t'as pris une carte SIM locale, il est clairement pas dit que t'aies suffisamment de réseau sur tout le trajet si tu veux continuer de bosser, que ce soit dans le bus que t'as réservé, dans le train, etc. Donc c'était vraiment à moi de prévoir en avance pour pouvoir m'avancer un peu sur mon travail pour ces journées-là de trajet où j'allais pas vraiment pouvoir bosser, et surtout je faisais en sorte de ne pas avoir de deadline, de date limite, de rendu de projet ces jours-là, parce qu'évidemment j'allais juste pas pouvoir bosser, ou en tout cas pas suffisamment ou pas dans les meilleures conditions. Et quand je parle de conditions de travail, je parle pas de, comme avant, de travailler sur mon lit en auberge de jeunesse, mais en l'occurrence de travailler dans un bus avec le partage de connexion de ma carte SIM locale, où parfois il n'y avait pas de réseau. C'était plus ça que je voulais dire. Alors évidemment, si c'était juste un trajet de 2 ou 3 heures, c'était pas grave, mais j'ai parfois eu des trajets, que ce soit en train ou en bus, de 8 ou 12 heures, et là pour le coup, faut t'organiser en avance. Un troisième aspect de mon voyage que je considère vraiment comme un inconvénient, c'est que j'ai eu l'impression à certains moments de ne pas assez profiter de mon voyage. Soit parce que je devais finir un truc en dernière minute, ou parce que je devais travailler sur quelque chose que je devais rendre le lendemain. J'avais un peu l'impression que parfois je nous empêchais de faire des trucs, ou tout simplement qu'il fallait qu'on attende une demi-heure ou 1 heure de plus parce que je devais finir quelque chose avant de pouvoir sortir, que ça soit pour se balader ou pour bosser. Bon, il m'a assuré que c'était pas le cas, mais il y a quand même des moments où moi aussi j'aurais préféré sortir un peu plus tôt plutôt que de travailler. Ça veut pas dire que j'aime pas mon travail, loin de là, c'est juste que au bout d'un moment en termes de priorité, t'as plus envie de visiter le pays dans lequel t'es et dans lequel t'es en train de voyager plutôt que de travailler. Après là ça fait 6 mois que je suis revenue de ce voyage et j'estime que j'ai énormément profité, je suis vraiment contente du voyage que j'ai fait, je regrette pas du tout d'avoir travaillé et voyagé en même temps. C'est plus vraiment l'impression que j'avais sur le moment, quand tu dois finir quelque chose alors qu'à côté t'as envie d'aller visiter, même si t'as visité le matin, t'as envie de continuer à visiter, c'est plus dans ces moments-là où c'était un peu frustrant. Et le dernier inconvénient que j'ai noté à être digital nomade en Asie cet été pendant 2 mois et demi, c'est qu'il a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais de me discipliner pour travailler. Et ça, je l'avais pas vu venir non plus. Autant j'adore mon travail, autant c'était pas ma priorité pendant ce voyage et je pense que plein de personnes pourront le comprendre. Ça ne m'a pas empêché de faire mes prestations clients et de délivrer selon moi, comme je disais plus tôt dans la vidéo, du travail de qualité. Cependant, il faut avouer, j'avais pas plus envie de bosser que ça.
parce que c'est un voyage qu'on avait prévu depuis des années, que c'est déjà un voyage qui a été écourté parce que notre première idée c'était de partir pendant 6 mois. Finalement on a voyagé pendant 2 mois et demi, ce qui est déjà très bien. On a visité 4 pays, enfin vraiment on n'a pas du tout à se plaindre là-dessus. C'était un voyage que j'attendais depuis longtemps et quand t'es en voyage forcément t'as envie de profiter et il y a des moments où t'as juste pas envie de travailler et je pense que c'est humain. Et pour le coup je me suis remerciée d'avoir charbonné pendant les 2 mois avant de partir parce que ce que j'ai fait pour avoir un peu moins de travail sur place, c'est que je me suis avancée sur pas mal de mes missions clients avant de partir. Il y a certaines de mes missions clients, je sais ce que je dois faire chaque mois et du coup c'est facile de m'organiser, c'est facile de créer du contenu en amont, c'est facile de prévoir tout ce que je dois prévoir en fait pour ces missions clients en amont. Du coup j'ai charbonné pendant les 2 mois d'avant, j'ai vraiment genre bûché histoire de pouvoir m'avancer et d'avoir moins de travail pendant les 2 mois et demi où je suis partie. Et grâce à ça, ça a considérablement allégé ma charge de travail pendant ce voyage. Mais toujours est-il que je devais quand même travailler, donc que ce soit quelques heures par jour ou parfois juste quelques heures par semaine, dépendamment des périodes. Et même si c'était beaucoup moins de travail que d'habitude, il y a des jours, j'avais tout simplement pas envie de m'y mettre parce que mon attention n'était pas là-dessus. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment relié à la manière dont j'ai voyagé cet été, c'est-à-dire en sac à dos, à changer d'endroit tous les 2-3 jours, à vraiment voyager à proprement parler et pas juste à me poser dans un endroit. Et je crois vraiment que tous les inconvénients que j'ai trouvés à ce mode de vie là cet été sont vraiment reliés à ce style de voyage. Donc voilà pour mon bilan de ces 2 mois et demi à travailler et à voyager en Asie du Sud-Est cet été. Honnêtement, je pense que je pourrais retenter l'expérience, mais je pense que je la tenterai d'une autre manière. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais je pense que je pourrais repartir sur ce modèle-là, c'est-à-dire travailler et voyager en même temps pendant 2 mois et demi, 3 mois, parce que je pense que la prochaine fois que je pourrais tenter cette expérience, je serai mieux préparée, je saurai à quoi m'attendre. Néanmoins, je pense que le mieux, ça reste quand même de partir dans un endroit, de travailler, de se poser dans cet endroit et ensuite de graviter autour pour visiter, que ce soit pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais je pense que c'est le meilleur moyen pour voyager et travailler dans de bonnes conditions. En tout cas, toi, n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si t'as déjà été digital nomade en Asie ou tout simplement si tu voudrais être. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!